quelle masse critique faut-il dans la population pour qu'il y ait un virage social? Ben, on entend souvent le chiffre de 20 %. S'il y a 20 % de gens qui sont mobilisés sur un enjeu, que ce soit le droit de vote des femmes, la fin de l'esclavagisme, on a vu dans le passé, là, est-ce que c'est 20 % à quel point ce chiffre-là est scientifique? Je ne sais pas, je l'ai vu, mais je pense que ce qu'il faut comprendre de ça, c'est quand il y a... C'est pas la majorité qui va faire en sorte qu'on va avoir de grands changements ou qu'on a vu dans le passé de grands changements dans nos sociétés. C'est le fait d'une minorité, mais d'une masse critique de gens qui vont permettre de basculer vers d'autres choses, soit au niveau social, économique, politique. Et je pense que quand je regarde l'évolution du mouvement écologiste, quand je regarde l'évolution de la pensée aussi, puis de la perception des gens sur ces questions-là, moi j'ai l'impression qu'on approche de quelque chose. Puis, je ne peux pas mettre le doigt sur un chiffre précis ou sur un moment précis où ça va arriver, mais on le sent, il y a une ébullition. On le voit, nous, chez Équiterre, le membership qui augmente de façon importante au cours des dernières années, puis c'est un microcosme Équiterre, mais je pense qu'il y a quelque chose de très large qui est en train de se produire, puis c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est partout sur la planète. Outre les transports et l'énergie, ce serait quoi le grand virage qui s'en vient? Ben, je pense qu'un des dossiers qui va retenir de plus en plus l'attention, puis on le voit déjà, là, c'est la question du plastique, qui n'est pas sans lien évidemment avec les combustibles fossiles, hein, parce que comment on fait les plastiques à partir de ces combustibles-là. Et je pense qu'on va voir deux choses, là. On va voir des changements de comportement, on va voir de la réglementation pour interdire ou circonscrire beaucoup l'utilisation de certains produits. Puis on va voir aussi des changements technologiques très importants. Des plastiques jetables, dans un avenir pas si lointain, ça n'existera plus. Ça va être fait à partir de biomatériaux qui vont être compostables, mais des ordures comme on le fait, puis d'envoyer des trucs au site d'enfouissement, dans un avenir pas si lointain, on ne verra plus ça. Est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 15 ans, est-ce que c'est 20 ans? Je ne suis pas sûr, mais on va voir de profondes transformations, puis ça va nous permettre de nous attaquer à plusieurs problèmes. Mais il ne faut pas penser que ça va être juste la technologie, ça va être une combinaison de choses. Il y a des trucs technologiques, certainement, mais il y a nous dans cette équation-là, en tant que citoyen, citoyenne, en tant que consommateur, comment on va changer nos habitudes, puis on commence à le faire. Hein. On a vu au Québec une diminution importante, en fait, on a diminué de moitié l'utilisation des sacs de plastique, et c'est le fait... Au départ, c'est venu de la base. C'est pas venu des gouvernements, c'est pas venu des groupes beaucoup non plus, c'est pas venu des entreprises. C'est les gens qui, de plus en plus, ont simplement arrêté d'utiliser des sacs de plastique. Puis on dit non, j'en ai pas besoin. Et là maintenant, on te le demande presque partout, avez-vous besoin d'un sac? C'était pas comme ça il y a 10 ans. C'était certainement pas comme ça il y a 20 ans. Alors, 10 ans, 20 ans, sur une échelle de temps d'une société, c'est rien. Je veux dire, c'est une fraction de seconde. Alors, on fait des changements, on opère des changements très rapidement déjà, mais je pense que le plastique va être certainement l'un des grands défis, puis autour de ça, toute la question d'obsolescence programmée, des bidules qui sont faites pour briser. Là, on voit en France, par exemple, un recours contre iPhone là-dessus, puis après iPhone, ça va être une autre compagnie, puis une autre, jusqu'à ce que nos gouvernements mettent en place des lois qui vont les empêcher de faire ça, les entreprises. Pour accélérer, provoquer le changement, songes-tu à faire de la politique un jour? Bien, contrairement, pour être très dans l'actualité, là, contrairement à Nicolas Hulot ou à David Suzuki, moi je pense qu'on a besoin de gens qui ont de profondes convictions sur ces questions-là en politique. Parce que si ces gens-là, ils ne vont pas, il va rester qui? Il va rester les Donald Trump, les Rob Ford, les Andrew Scheer, puis les Jason Kenney de ce monde. Pas sûr que c'est une très bonne nouvelle, parce que qu'on le veuille ou non, une partie de la solution passe par les politiques publiques. Puis moi, je ne dis pas que... Excuse-moi. Je vais reprendre. Mais Hulot a l'air à nous dire, Nicolas Hulot, sa démission, ça envoie quel message? Ben, je pense pas qu'on puisse partir de ce que M. Hulot a décidé de faire pour généraliser puis dire ce qui est vrai pour Nicolas Hulot est vrai pour tout le monde sur la planète. Moi, je connais des gens qui sont en politique
en Amérique latine, en Europe, en Afrique, qui sont d'anciens militantes et écologistes sur la question du climat, puis qui, à leur échelle, à leur niveau, font changer les choses dans leur gouvernement. Bon, M. Hulot a décidé que c'était pas pour lui, que lui, ça le frustrait trop, puis qu'il n'aimait pas ça, puis David Suzuki, il dit que Catherine McKenna devrait démissionner, mais si les gens qui y croient démissionnent, ben moi, je ne vois pas comment on va y arriver. Alors, est-ce que je vais faire de la politique un jour? Je n'ai jamais fermé la porte. On me l'a offert à plusieurs reprises, presque à toutes les élections, en fait. Plusieurs partis, jamais les conservateurs, mais plusieurs autres partis me l'ont offert. Et est-ce que je le ferai un jour? Peut-être. Il y a pas de... La porte n'est certainement pas fermée, mais je ne dis pas que je vais le faire non plus demain matin, mais peut-être. Et je pense qu'au-delà de moi, je pense qu'on a besoin de gens politiques qui croient à ces questions-là, qui croient fermement, puis qui veulent sauter dans cette arène-là pour aller défendre ces causes-là. Mais il y a beaucoup de gens de bonne foi, mais qui n'ont pas d'expérience avec la chose publique. Toi, quand même, ça fait une trentaine d'années bientôt, j'imagine que tu es dans la sphère publique. Quelle grande leçon as-tu tirée? Puis parle-moi un peu de peut-être une erreur que tu as faite et puis ta plus grande fierté. Ben, écoute, j'en parlais plus tôt, je pense que la prise de conscience collective sur les questions environnementales, la question des changements climatiques, c'est l'une de nos plus grandes réalisations. Ce n'est pas une réalisation de Stephen Guilbeault d'Équiterre, c'est une réalisation collective. Je pense qu'on a contribué, nous, à notre échelle. On a été un petit grain de sable dans ce désert-là, ou une goutte d'eau dans l'océan, si tu veux. Ben, je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est de voir ce qu'Équiterre est devenu. Je veux dire, Équiterre, c'est le rêve d'un groupe de jeunes étudiants et étudiantes universitaires il y a 25 ans qui voulaient essentiellement trouver une façon de travailler de leur passion, puis leur passion, c'était la protection de l'environnement. Et si on nous avait dit un jour qu'Équiterre deviendrait la plus grande organisation environnementale au Québec et l'une des 10-12 plus grandes au Canada, avec une influence d'un bout à l'autre du pays, quand la première ministre de l'Alberta a annoncé son plan climat, elle a demandé à ce que je sois sur la scène avec elle et d'autres écologistes et des gens de l'industrie et des Premières Nations. J'aurais dit, ben non, jamais de la vie, on n'arrivera pas à faire ça. Si une chose que je ferais différemment, une erreur, je pense que moi, puis d'autres dans le mouvement, on a fait, pour parler notamment sur les changements climatiques, puis bon, un peu les médias aussi, mais on a été complices de ça, on a mis beaucoup l'accent sur les catastrophes. Et ce qu'on découvre en regardant à la fois les sondages, mais il y a des études très poussées qui ont été faites là-dessus, même en neurosciences, puis qui nous montrent que ça ne marche pas, ce message-là. Les gens, ils décrochent quand on leur parle trop des catastrophes. Alors, je pense que dans nos communications, en même temps, il ne s'agit pas non plus de ne pas dire la vérité aux gens, mais je pense qu'il y a une façon de le communiquer, puis la façon catastrophiste, c'est pas la bonne façon de le faire, et je pense que c'est un message que je lance aux écologistes et que je nous lance à nous-mêmes aussi. Pour les médias aussi. Et pour les médias aussi, de faire attention à ça. Et en terminant, le Québec, souvent, on se compare, est-ce qu'on se console ou on se désole, est-ce que c'est plus vert chez le voisin? Quelle est la force des Québécois? Parce que souvent, les gens nous regardent, nous, les Québécois aussi, à l'international. Moi, je travaille beaucoup au Québec, mais Équiterre, on travaille au Canada. On a des partenariats avec des organisations aux États-Unis, puis on travaille un peu à l'international aussi. Et souvent, mes collègues m'envient le niveau de... Je veux dire, l'élection en Ontario s'est faite autour entre autres, d'avoir de la bière à 1$. Ben, ici, on a parlé d'environnement, puis on a parlé de changement climatique, puis on a parlé de transport collectif. Vous allez me dire, ouais, des fois, on aurait aimé ça avoir des propositions plus concrètes, des débats plus profonds. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on compare à ce qui s'est fait ailleurs, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il reste beaucoup de travail à faire. Mais on est quand même l'une des provinces, l'un des États d'Amérique du Nord qui en a fait le plus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En termes d'électrification des transports, on est les deuxièmes par capita en Amérique du Nord
Après, la Californie, 50% des véhicules électriques et hybrides branchables vendus au Canada sont vendus au Québec. On représente quand même juste 23% de la population. Et pourtant, on est supposé être une population pauvre. Les gens disent que les véhicules électriques coûtent plus cher. Bien, il y a quelque chose qui se passe ici autour de ça. Alors, je pense qu'on a, à certains égards, on peut dire que le Québec est un modèle. C'est certainement un terreau fertile. Puis, à certains égards, on est en retard sur d'autres. Je pense que cet exercice-là, il est important. Il faut se comparer aux autres puis voir où est-ce qu'on est bon puis comment on pourrait être meilleur. Parce que juste de dire, bon, je suis bon, j'arrête ça là, ça ne marche pas. C'est correct d'être honnête puis de dire, ça marche bien, continuons, on peut-tu améliorer. Ça, on est vraiment pourri, par exemple. Alors, on peut-tu travailler plus là-dessus? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous et bon 25e anniversaire. Merci André, ça me fait plaisir. Puis bon 25e anniversaire à la Maison du 21e siècle et longue vie à la Maison du 21e siècle.